Bienvenue sur Queer Afro, le podcast qui chaque mois donne de la voix à une personne de la communauté LGBT d'Afrique résidant sur le continent ou dans la diaspora afin qu'elle nous raconte son histoire. So, long time. Fait longtemps qu'on a parlé de faire ce podcast. Je suis heureuse qu'on ait pu enfin s'accorder sur une heure et sur un lieu. Parce que on a souvent l'habitude de dire que qui renvoie à demain trouve malheur en chemin. Mm-hmm. Il fallait que ça se fasse en fin de compte. Ça me tient à cœur. Pourquoi? Ça me tient à cœur de le faire. Je te l'ai dit la dernière fois, pour une fois, je vais faire quelque chose pour la communauté. Donc, s'il s'agit de raconter ma vie et si elle peut aider d'une manière ou d'une autre, pourquoi pas. Mm-hmm. Voilà. Alors, première chose, parce qu'on donne la possibilité à chacun de choisir le prénom que tu souhaites utiliser. D'accord. Donc, est-ce que tu as un particulier ou tu aimerais garder le tien? Oui. C'est pas vraiment un prénom, c'est un nombre. 120 fois, 2 fois. On peut savoir ce qu'il représente? En fait, c'est quoi? C'est pour moi l'ensemble des choses qui fait qu'une personne puisse atteindre un idéal de vie. Le 1 représente la famille dans sa globalité, c'est-à-dire les parents, les frères, la compagne qui va partager notre vie, les enfants qu'on peut avoir. Donc, c'est ça que j'appelle la famille dans sa globalité. Mm-hmm. Maintenant, le 2, c'est l'aboutissement professionnel. C'est ce qui nous pousse à nous surpasser chaque jour. C'est le travail que l'on accomplit chaque jour. C'est ça que je considère comme le 2. Et maintenant, le 3, parce que je suis profondément croyant, le 3, c'est le Dieu qui nous donne chaque jour le souffle de vie, parce que c'est lui qui décide, en fin de compte, de quand est-ce qu'on part. Donc, quand on a cette harmonie des 3 choses, on atteint pour moi un idéal de vie. Mm-hmm. Voilà pourquoi aujourd'hui, exceptionnellement, je vais m'appeler 1, 2, 3. D'accord. Et c'est bien parce que on va forcément aborder le 1 et on va forcément aborder le 3. Pour le 2, ce sera à toi de nous dire jusqu'où aller. Mais avant qu'on y aille, quels sont les pronoms que tu souhaites utiliser? Personnellement, je me définis plus en tant qu'elle parce que je suis une femme. Uh-huh. Je l'assume jusqu'au bout des ongles. Les gens ont souvent l'habitude de m'appeler il. Pourquoi? De par mon caractère, parce qu'on me dit très souvent que j'ai un caractère très marqué, un caractère d'homme. Mm-hmm. Mais au fond de moi, quand même, je suis une femme. Donc, pour ce soir, je préfère que l'on utilise le L. D'accord. Dans le sigle LGBTIQ+, et toutes les lettres de l'alphabet, sans mocorer aucune, à quelle lettre tu identifies-tu? L. Lesbienne. C'est ce que je suis. Ok. Alors, on va peut-être commencer par, dans ton 1, 2, 3, on va commencer par le 2. Est-ce que tu peux un peu nous donner une ébauche, enfin, brosser de manière générale, qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et où tu vis et ce que tu ne souhaites pas partager, sans temps libre de ne pas le partager? D'accord. Toujours dans ce souci d'anonymat-là, je ne vais pas vraiment donner le pays dans lequel je me trouve actuellement, sinon je serais facilement identifié. Juste que je travaille actuellement dans une société qatari qui fait dans la téléphonie mobile. Parallèlement, j'ai monté une boîte personnelle et aussi à côté, j'essaye de donner de ma personne en ce qui concerne la communauté subsaharienne dans le pays dans lequel je me trouve parce que cette communauté est marginalisée. Donc, j'essaye de donner de mon temps, j'essaye de donner de ma voix pour que les conditions s'améliorent un tout petit peu. Pour moi, il faut essayer de marquer de façon positive son passage sur cette terre. Pour qu'après vous, que l'on soit capable de dire que voilà, à une époque, a vécu une belle personne qui a réalisé des œuvres vraiment géniales. D'accord. On reviendra forcément sur cet aspect communautaire-là. Donc, qui es-tu? D'où viens-tu? Oui. Je pense pas qu'on ait une réponse à cette question-là.
un de Croix est camerounaise, 100%. Je suis issu d'une fratrie de 5 enfants. Je suis la Benjamin. Tout ce que cela peut comporter. Mais au-delà de tout ça, l'éducation que j'ai reçue de mes parents, c'est que voilà, on doit se battre dans la vie. On doit faire du bien autour de soi et on doit croire en l'existence d'un Dieu qui fait que tout ce que l'on puisse espérer réaliser se réalise. D'accord. Merci beaucoup pour ces précisions-là. J'aurais demandé dans la vingtaine ou dans la trentaine, dans la quarantaine, mais... disons, on prend de l'âge. Hein. On a dépassé la trentaine. On n'a pas encore atteint la quarantaine. On y aspire, bien sûr. On est quelque part entre les deux extrémités. Voilà, on est au milieu. En couple, ça va faire 6 ou 7 ans. Wow. Moi, ça fait long que j'oublie. Hein, pas d'enfants, mais on espère en avoir. Inch'Allah, comme on dit chez nous. Ça fait tellement d'éléments sur lesquels je peux rebondir, mais je crois que je vais commencer par le... Rebondir où tu veux. Je suis disposée à répondre à toutes les questions. Aujourd'hui, c'est à cœur ouvert. D'accord. Restons à cœur ouvert alors. Tu as dit que tu te reconnaissais dans le sigle, dans la lettre L pour lesbienne. Oui. Est-ce que tu connais que ce soit la position du Cameroun ou la position du pays dans lequel tu résides, ou alors la position de la compagnie pour laquelle tu travailles sur l'homosexualité? Je peux te tutoyer. Bien sûr. Même en Europe, hein, l'homophobie est toujours très présente. Donc, c'est pour dire que l'Afrique d'où nous venons, ils ne connaissent pas ces mœurs-là. Ils ont l'habitude de dire que voilà, c'est les choses des Blancs, c'est les choses du diable. Et par conséquent, de par mes origines, de par la fonction que j'occupe dans la société où je suis obligé de cacher mon orientation sexuelle parce que ça ne passe pas. C'est pas pour stigmatiser une religion, mais je travaille pour des musulmans et chez eux, ça ne passe pas très bien de savoir qu'une de leurs collaboratrices est lesbienne. Donc, on essaye, tant bien que mal, de camoufler les apparences. C'est pas facile, surtout qu'à un moment donné, on a envie de s'assumer. Avec l'âge qui avance, on a envie de se poser véritablement, d'avoir vraiment une famille comme tout le monde. Mais le monde dans lequel je me trouve actuellement ne me permet pas encore véritablement de vivre au grand jour. Au début, je l'ai dit, je suis issu d'une famille chrétienne, pratiquante. Mon papa est d'ailleurs catéchiste, c'est-à-dire qu'il enseigne la Bible, il enseigne la parole de Dieu à l'église. Donc, pour lui, ça passerait mal de savoir que son enfant, à qui il a tout donné, entretient des rapports avec des femmes. Donc, on essaye de donner le change, on essaye d'ancrer dans ce moule dans lequel la société nous a forgé, c'est-à-dire une femme doit aller avec un homme. Je ressens de plus en plus l'envie de m'affirmer. Ça peut se voir à l'extérieur parce que j'ai un style vestimentaire assez masculin. Les gens, de par mon style vestimentaire, peuvent deviner que je suis lesbienne, mais c'est pas toujours ça. C'est pas tout le monde qui s'habille en garçon manqué qui est forcément lesbienne. Mais à un moment, je suis arrivé à un moment où je me dis, si un de mes parents me pose la question de savoir, 1, 2, 3, est-ce que tu es lesbienne? Je suis arrivé à un moment où je me dis, je vais leur dire oui. J'ai envie de me décharger, j'ai envie de soulager ma conscience, j'ai envie d'être vrai envers eux parce qu'ils ont toujours été vrais envers moi. Mais à côté de ça aussi, on a peur des réactions. Est-ce que la famille va vous accepter tel que vous êtes? Est-ce que vous serez rejeté? Donc, c'est toutes ces questions-là, c'est toutes ces responsabilités qui vont s'engendrer par la suite, qui font en sorte que l'on réfléchisse encore à faire son coming out. Mais pour le moment, on vient encore caché, on ne l'assume pas encore ouvertement au vu de tous. On fait avec, on fait comme ça. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'avenues, je fais que prendre des notes au fur et à mesure que tu développes. Et j'ai envie de te demander, mais sachant les conditions dans lesquelles tu es venu au monde et tu as grandi et où tu as été éduqué et tout ça,
Comment tu découvres ton orientation sexuelle et à quand est-ce que ça remonte? Ça vient assez tôt. Je pense j'ai 14-13 ans. Je me rends compte que j'ai de l'attirance envers des femmes. Plus jeune, je pratiquais beaucoup de sport. J'ai joué au foot, j'ai joué au basket, j'ai joué au rugby. Donc, quand j'étais avec mes coéquipières, on est au vestiaire, elles sont nues et tout, je ressens des picotements au niveau du bas-ventre. Je me pose des questions. Je me demande, mais pourquoi, quand je joue avec les garçons, ils ne me disent rien, mais quand je suis en face d'une femme et qu'elle se met nue, j'ai tout de suite envie de la toucher, en fait. Je ressentais une attirance envers les femmes. Mais j'ai refoulé ça parce que le monde dans lequel j'ai vécu, c'était une abomination de savoir qu'une femme va avec une femme. Donc je me suis dit non, c'est pas bien. J'ai enfermé cette envie dans un coin de mon cerveau. Je me découvre véritablement après l'obtention de mon bac, quand j'arrive à l'université. Et là, je fais la rencontre d'une jeune fille qui me fait du rentre-dedans. Elle me fait une cour assidue. À l'époque, j'avais un petit ami. On n'avait pas encore eu de rapport sexuel et tout. Mais je lui dis non, mais c'est pas possible. Moi, j'ai un petit ami et tout. Elle me dit non, mais c'est pas grave. Tu peux avoir ton petit ami, mais moi, je te dis, j'ai envie de toi. Et donc, une chose en emmenant une autre, elle m'invite dans un hôtel. Et puis voilà, ce qui devait arriva. Je découvre que c'est un autre monde. Je me sens toute cette envie que j'avais refoulée au fond de mon cerveau pendant des années remonte. Et je me rends compte que véritablement, c'est ça ma voie. Parce que quand j'avais des moments intimes avec mon petit ami, je n'avais jamais atteint ce degré d'excitation. Mais avec la fille, il a juste fallu que nos yeux, nos regards se croisent dans la chambre d'hôtel pour que je comprenne qu'en vérité, c'est les femmes qui m'attiraient le plus. Donc, à ce moment-là, j'ai 18-19 ans. Mais même à ce moment, c'est très difficile de s'assumer. C'est la question que j'allais poser, que comment on passe de cette première rencontre intime avec une femme à la totale acceptation, parce que je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais la majeure partie d'entre nous, il y a une puberté lesbienne. Après, il y a un bon degré d'autoflagellation, autodiscrimination, autocritique. Pour finalement parvenir à être totalement libre. Donc, comment tu vis cette transition? Oui, j'ai connu le même processus. J'ai vécu une première nuit avec elle, elle était magnifique. Vraiment, rien à redire. J'ai tout connu ce soir. Mais après cette nuit, une fois rentrée dans ma chambre d'étudiante, je me pose des questions, je me remets en cause. Mais qu'est-ce que tu viens de faire? C'est pas possible. La Bible l'interdit. Il faut arrêter ça. Tu seras la honte de ta famille si on découvre que tu pratiques ce genre de choses sataniques. Alors, il faut arrêter ça. Enfin, peut-être une question. Hein. Quand tu dis c'est une histoire de diable, comment tu sais que c'est le diable? Comment tu sais que tu seras la risée de ta famille? Parce que je vais m'arrêter au fait que papa étant catéchiste, tu n'avais que la vision religieuse. Est-ce que tu savais déjà à cette époque-là, à tes 18-19 ans, que c'était interdit les pratiques homosexuelles dans ton pays? Tout à fait. Je me documente. On l'entend partout. L'homosexualité, c'est une abomination. Il y a un passage biblique là, le Lévitique ou quoi, qui dit tu ne coucheras point avec un homme comme tu couches. Avec une femme. Ce genre de choses, non? L'article quoi du code pénal interdit 5 ans d'emprisonnement et tout. On le sait. Donc, c'est pas seulement parce que j'ai reçu une éducation chrétienne à la maison, mais la société dans laquelle je vis l'interdit. On en parle tout le temps. Et du coup, je suis obligé, par la force des choses, d'ancrer à nouveau dans le déni. Je deviens une homophobe. Pourtant, au fond de moi, je sais pertinemment que ce n'est qu'avec une personne du même sexe que moi que je peux atteindre le plaisir. Parce qu'entre-temps, j'ai essayé d'avoir des rapports avec mon petit ami, mais c'était catastrophique. Je n'ai absolument rien ressenti. Donc, quand je compare les deux soirées avec la fille et avec le garçon, mais
Sur une échelle de 1 à 10, le garçon, il est à 2 et la fille, elle est à 9,5 carrément. Mais donc, attends, c'était juste une expérience avec un seul garçon. Est-ce que tu as essayé avec d'autres garçons pour voir que, voilà, peut-être ça serait vraiment pas mon truc? Ça, c'est ma première expérience avec le garçon. Mm-hmm. Mais comme je le disais tantôt, par rapport à la société dans laquelle je suis obligée de faire fi de mes sentiments envers les femmes pour ancrer dans ce moule-là dans lequel la société nous a forgés, c'est-à-dire un homme doit être avec une femme. Donc par la suite, j'ai d'autres relations avec d'autres hommes, mais je ne me sens pas épanouie. Je vis dans ce mensonge pendant quelques années jusqu'à la fin de mes études universitaires. Et là, quand je deviens véritablement autonome financièrement, je me dis, mais pourquoi est-ce que je vais continuer à m'affliger des choses? Parce que là, vraiment, je fais plus plaisir aux gens et je ne me fais pas plaisir à moi-même. C'est à ce moment-là, quand je change aussi de ville, à ce moment, je me dis, non, il faut vraiment que je m'assume. Il faut que je sois moi. Et là, j'entre dans une phase de bordellerie extrême. On a envie de rattraper le temps perdu. Ouais. On pense à toutes ces années pendant lesquelles on était dans le mensonge. On a envie de rattraper tout ça. Donc, on fait tout et n'importe quoi. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce passé sulfureux-là, il continue de me suivre. Pourtant, entre-temps, les choses ont changé. Ça, c'était la jeunesse. On a vieilli, on s'est assagi, on a trouvé la personne idéal, du moins on l'espère. Et voilà, maintenant il faudrait qu'on essaye de trouver le juste milieu avec la famille pour leur dire voilà, je suis toujours votre enfant que vous avez connu, sauf que vous pensiez qu'un jour je vais vous ramener un beau-fils. Je vous ramène plutôt une belle-fille, mais ça ne change absolument rien sur ce que je suis, sur l'éducation que vous m'avez donnée. Donc, c'est mon désir le plus ardent que mes parents puissent supporter mon coming out. Ils sont vieux, ils sont malades. Je cherche depuis des années les bons mots pour pouvoir leur dire la vérité. J'espère qu'un jour je pourrai y arriver parce que j'ai vraiment envie de m'opposer. J'ai vraiment envie de bâtir quelque chose de sérieux avec cette fille, d'autant plus qu'on a traversé beaucoup de choses. On est arrivé à un niveau où on veut se stabiliser. Donc, tant de son côté que de mon côté, on espère que ça va passer. Voilà. Pour toi, est-ce que c'est nécessaire de faire son coming out? Pour moi, oui. J'ai grandi dans la vérité. Je suis profondément chrétienne. Je crois en Dieu. Je sais qu'il faut vivre dans la vérité. Et à partir du moment où tu caches quelque chose si important aux gens que tu considères le plus au monde, parce que pour moi, les gens les plus précieux, c'est d'abord mes parents. Tous ces sacrifices que l'on fait, c'est d'abord pour eux. Ensuite, c'est pour la famille qu'on aura choisi de fonder. Donc, vivre dans le mensonge avec ces gens, en fait, c'est pas vivre. C'est passer à côté de quelque chose de précieux. J'aimerais un jour que ma maman m'appelle, par exemple, et qu'elle me dise, voilà, je suis en train d'aller au village avec ta femme et ton enfant. J'aimerais connaître ce bonheur-là. Si elle le fait avec mes frères, pourquoi est-ce qu'elle ne devrait pas le faire avec ma femme? Alors, c'est c'est vrai que ses conditions étaient différentes. C'est une invitée qu'on a reçue précédemment dans le podcast, mais elle a dit, elle n'a pas eu besoin de mentir, elle a juste eu besoin d'être elle. Ses parents ont juste constaté qu'elle ne ramenait pas de petits garçons à la maison, mais qu'elle ramenait des femmes. Donc, qu'est-ce qui t'a... C'est aussi une technique, ça. Donc, est-ce que ça ne t'a jamais traversé l'esprit de ramener juste ta copine à la maison et qu'il constate que, voilà, à chaque fois que tu viens, tu ne viens pas avec un homme, mais tu viens avec une femme et leur laisser se faire leur propre idée ou tirer leurs propres conclusions? Oui. De plus en plus, je le fais. Et récemment, lors de mon dernier séjour au Cameroun, ma maman, elle m'a fait la remarque. Elle m'a dit, mais toujours sur tes photos, quand tu travailles avec des gens là, tu es toujours en pantalon, tu es toujours en chemise, tu ne t'habilles pas comme une femme. Et puis, tu as ton ami qui t'a ramené de Douala là. Nous, aujourd'hui, on était en train de manger, elle t'a appelé bébé. Sur le coup, on a toutes les sensations qui vous traversent au même moment.
Je lui ai dit, non, maman, mais bébé, ça ne veut rien dire. Bébé, chez nous, les jeunes, bébé, c'est comme bonjour. On s'appelle bébé, c'est rien. Mais quelque part, en fait, je me dis, il se doute de quelque chose, mais personne n'a envie de faire le premier pas. Parce que je dis toujours, la première personne qui va me poser la question, 1, 2, 3, est-ce que tu es comme ça? Je vais lui dire, oui, je suis comme ça. Mais personne n'a le courage de faire le premier pas. J'ai pas le courage de faire ce premier pas par peur de leur réaction. Et de l'autre côté, je me dis, ils n'ont pas le courage de me poser la question parce que peut-être qu'ils se disent que je vais confirmer. Donc, chacun reste sur sa position. On joue au jeu du chat et de la souris. Mais de plus en plus, ces remarques-là me reviennent, même où je vis actuellement, surtout au sein de la communauté camerounaise où je vis. Ça se dit. Je n'ai jamais ressenti le besoin de nier, de dire non, c'est faux. Chez eux, il n'y a pas de souci parce que voilà, c'est vrai que nul ne se suffit, mais à leur niveau, je ne ressens pas le besoin de nier quoi que ce soit. C'est beaucoup plus au niveau de ma carrière professionnelle parce que je sais que ça peut me causer préjudice, connaissant les mentalités des gens avec qui je travaille. Mais sinon, si c'est... La famille, elle se pose de plus en plus de questions parce que, voilà, je ne ramène pas d'hommes à la maison. Je n'ai que des copines filles. Chaque fois qu'il y a une cérémonie à la maison, c'est les femmes qui viennent me représenter. Je suis toujours un garçon manqué du 1er jusqu'au 31. Donc, ils se posent de plus en plus de questions et ils commencent à me mettre la pression par rapport à l'enfant. Parce qu'ils me disent, voilà, tu vieillis, on vieillit, il faudrait déjà que tu penses à nous faire notre petit-fils. Donc, quelque part, je crois que cette idée-là est en train de faire leur bonhomme de chemin. Mais si je vivais avec eux et que chaque jour, je ne ramenais que des femmes à la maison, je crois que mon coming out allait se faire tout naturellement aussi. Donc, ça veut dire que dans la famille nucléaire, papa, maman et tes 4 frères et sœurs, aucun d'entre eux ne sait? Si, l'aînée de la famille. Et elle me l'a dit, ça fait déjà 2 ans. J'étais surprise et soulagée en même temps. J'étais surprise parce que moi, dans ma tête, j'étais trop cachée. Je prenais toutes les précautions possibles et inimaginables et tout. Et en même temps, j'étais soulagée de savoir que enfin, je pourrais parler de mes problèmes de cœur avec quelqu'un qui m'est cher. Je pourrais appeler ma sœur et lui dire, voilà, ta belle-sœur, elle m'a fait comme ci, elle m'a fait cela. Un jour, elle m'a appelé. Elle me dit, je voudrais te parler. Je lui dis, ok, là, je suis au boulot. Quand je rentre à la maison, je te fais signe. Elle m'a dit, d'accord, c'est vraiment important parce que d'habitude, quand elle m'envoie ce genre de message, je ne gère pas. Elle me dit, non, c'est vraiment important. Quand tu rentres, fais-moi signe. Je dis, ah, là, c'est sérieux. Du coup, quand je suis rentrée, je l'ai appelée. Elle me dit, voilà, tu es ma petite sœur, mais je te considère comme ma fille. Je sais ce que tu fais. Je lui dis, mais qu'est-ce que je fais? Elle me dit, je sais ce que tu fais. Ne m'oblige pas à le dire, ne m'oblige pas à le prononcer, mais je sais ce que tu fais. La seule chose que je voudrais te demander, c'est de préserver tes parents. Mais ça n'empêche que je t'aime toujours autant. Tu es ma fille, tu es ma petite sœur. Mais juste fais attention à tes parents. Comment est-ce qu'elle a su? Elle n'a pas entré dans les détails. Donc, la conversation n'a pas duré 10 minutes. Elle n'a même pas dit que je sais que tu es lesbienne. Elle n'a pas prononcé ce mot. Elle m'a dit, je sais ce que tu es. J'ai dit, mais de quoi tu me parles? Qu'est-ce que je fais? Tu parles de quoi? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Je suis même pas là. Je dis, qu'est-ce que tu me dit? Toi et moi, on sait de quoi on est en train de parler. Je te demande juste une chose, c'est de préserver tes parents. Est-ce que tu m'as compris? J'ai dit, d'accord, j'ai compris. Et depuis, elle n'est jamais revenue sur ce sujet. Quand on s'est vu dernièrement, j'ai officiellement présenté ma copine. Elle a organisé une petite sortie là. Elle nous a offert à boire et tout. Peut-être c'est pour ne pas me mettre mal à l'aise, je sais pas, mais elle n'entre pas dans les détails de ma vie privée. Et c'est la seule. Je sais pas si les autres se doutent aussi de quelque chose, mais ils n'ont jamais fait allusion à ça. Jamais de la vie. Alors, à la trentaine dépassée, tu as été financièrement autonome depuis pas mal d'années maintenant. Les conséquences majeures que les membres de la communauté peuvent subir, c'est être coupé de tout support familial et financier. Bon, dans ton cas, ce sera peut-être le support familial. Mais pourquoi cette crainte-là? C'est-à-dire que techniquement, tu n'as pas grand-chose à perdre.
Encore, on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas comment les parents vont réagir. On ne sait pas. J'ai tout à fait, parce que dans la définition de mon nom, 1, 2, 3, j'ai commencé. Le 1, c'est la famille. Pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est plus important que l'argent. Je préfère perdre même mon travail que de perdre ma famille. C'est cette crainte-là de perdre les miens qui me retient, en fait. Parce que la famille, c'est tout pour moi. Quand le moral est bas, c'est ta famille qui te remonte. C'est tes parents, c'est tes frères, c'est ta compagne, c'est ton enfant. C'est ces gens-là qui te remontent. Nous, les Africains, on n'a pas cette mentalité des Occidentaux qui... tu vas voir quelqu'un, il va te dire, je suis seul au monde, je n'ai pas de frère, je n'ai pas de... Chez nous, en Afrique, ça n'existe pas. Chez nous, en Afrique, on vit avec du monde autour de soi. Et c'est dans ça que j'ai grandi. Donc, la crainte de me retrouver seul au monde, c'est ça qui me pousse à rester encore dans l'anonymat aujourd'hui. Penses-tu que les mentalités... Enfin, je sais que c'est une crainte parce que peut-être, tu te dis, ton papa étant catéchiste, tu connais, tu assumes sa position, sa réaction. Mais penses-tu qu'un jour, les mentalités puissent changer, du moins dans la famille, au point où tu te sentes à l'aise à l'idée de te... C'est vrai que tu me dis, tu as dit que tu étais dans un processus où tu attends juste la première personne qui te posera la question. Et tu diras oui, mais est-ce que... Ça, c'est un peu lâche, je te le conseille. C'est un peu lâche d'attendre la première occasion comme ça. Mais je préfère que l'on gère ainsi. Sincèrement, j'espère que les mentalités évoluent, que l'on accepte les personnes homosexuelles. Parce que être homosexuel, en réalité, c'est pas un péché. C'est juste aimer quelqu'un du même sexe que soi, c'est tout. Mais sinon, ça ne change en rien la personne que tu es au fond de toi. Si tu es méchant, c'est pas parce que tu aimes les femmes que tu es méchant. Non, c'est parce que c'est la nature d'être méchant. J'espère sincèrement que les mentalités évoluent, que l'on soit accepté et que voilà, que chacun puisse vivre son amour au grand jour. C'est mon souhait de pouvoir célébrer mon mariage dans une mairie de mon village. De façon officielle, c'est pas cette pseudo-mariage déguisé en soirée d'anniversaire que l'on organise à gauche et à droite et qu'on fait croire aux gens que voilà, on s'est marié, parce que c'est pas le cas, c'est reconnu nulle part. Ta compagne ne peut prétendre obtenir aucun bien, parce que ce que vous avez fait, c'était une parodie, c'était de la comédie, tout simplement. Tu souhaites te marier? Oui, je souhaite, mais de façon officielle. C'est pas. D'ailleurs, je vais te raconter une petite anecdote. Il y a une connaissance à toi qui avait dit une phrase. Ça fait de longues années. Tout ce qui se célèbre finit. J'étais encore plus jeune. J'étais dans la logique d'organiser la soirée d'anniversaire, déguisée en mariage et tout. Et c'est ma compagne, parce que c'est elle qui a mis avec cette personne, qui me rapporte la phrase que voilà, j'ai mon grand qui m'a dit que vraiment les choses, les mariages qu'on célèbre là, après avoir célébré ça, ça finit. J'ai marqué un temps d'arrêt. J'ai commencé à mener une étude de façon secrète. Et quand tu fais le bilan sur 10 de ces mariages, 9, au bout d'un certain temps, il y a eu rupture. Je dis, mais attends, je suis en train d'aller où? Qu'est-ce que je veux faire? En fait, c'est un peu de superstition. Je dis, mais si tout ça mène à la rupture, autant mieux tout arrêter. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de tout arrêter, de ne plus me marier, de ne plus entendre parler de ça. Voilà. Même maintenant, je ressens le besoin de le faire, mais de façon officielle, de façon légale. Et pour que ça se fasse, il faudrait que les mentalités évoluent. J'aimerais bien... Il faudra que tu me dises en off qui est de cette connaissance, savoir. D'accord, il n'y a pas de problème. Parce que je n'ai aucun souvenir. C'est quelqu'un que tu connais très bien. En off, je vais te donner le nom. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, la question que je vais te poser, parce que j'ai remarqué que bien que tu dises que tu es un garçon manqué, tu ne l'es pas forcément. Est-ce que tu te définis comme butch ou tu te définis comme versatile? Excuse-moi, la définition de butch, c'est quoi? J'ai pas bien compris. Ça, c'est une bonne question. Butch, alors, c'est les femmes c'est-à-dire que leur style vestimentaire, leur manière de se mouvoir dans la vie est totalement masculine. Peut-être tu es soft butch, je vais peut-être dire soft butch, mais après, je suis pas sûre. Bon, oui, on va dire light.
Voilà, on va dire allégé parce que, je le disais tantôt, j'ai un caractère très fort, j'ai un caractère très marqué. Les gens me le disent toujours. Toi, tu te comportes comme un homme, tu agis comme un homme. C'est d'autant plus favorisé parce que je travaille dans un environnement assez macho. Je suis entouré d'hommes. Donc, je suis obligé de m'imposer de la sorte. Bon, maintenant, on va dire light parce que je me définis en tant que elle. Je suis une femme. Je ne me définis pas en tant que il. J'ai pas la prétention, par exemple, de subir une transformation. Je songe pas à ça. Donc, je me définis comme butch, mais disons light. Donc, est-ce que ça a été difficile pour toi, et c'est une question qui est revenue parce que je parlais à Jérôme il n'y a pas longtemps, de définir quel type de lesbienne tu seras? Parce que malheureusement, en Afrique subsaharienne, on est encore dans les clichés hétéros où il faut soit être garçon, soit être fille. C'est très difficile de trouver des personnes versatiles. Parce que soi-disant, ça n'existe pas. Donc, est-ce que ça a été facile pour toi de... Alors, ta première relation, par exemple, est-ce que dans cette rencontre-là, tu étais active ou tu étais passive, étant donné que tu n'avais aucune expérience? Forcément, j'étais passive parce que je ne savais absolument pas ce qui se passait. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je me contentais de prendre du plaisir et elle savait le faire. Par la suite, ça s'est imposé à moi de façon naturelle. C'est-à-dire, quand je suis avec une femme, je me ressens l'envie, je me sens mieux quand c'est moi qui prends les devants, quand c'est moi qui assume les responsabilités, tant dans notre stricte intimité que dans la société. Mais maintenant, les gens ont souvent tendance à croire que quand tu es... comme on a l'habitude de dire chez nous au quartier, quand tu es quand tu es masculine, tu es Kouji et tout, la femme n'a pas le droit de te... Par exemple, la femme n'a pas le droit de te... et tout. Mais je leur pose la question, mais c'est à quel moment que toi tu prends ton plaisir? Il y en a même qui poussent le vice loin jusqu'à faire l'amour avec la culotte aux fesses. Mais à quel moment tu prends le plaisir? Tu découvres le corps de ta copine. En retour, laisse ta copine découvrir ton corps. Vous êtes dans un moment d'intimité, vous partagez vos expériences. Donc, si parce que j'accepte que ma copine me ou parce que j'accepte que ma copine me fasse la je vais me considérer comme versatile. Oui, je l'accepte, je suis versatile. Parce que quand on fait l'amour, c'est pour prendre du plaisir. Et si en faisant ça, je prends du plaisir, ben je le fais. Alors non, je voulais pas rentrer dans Enfin, je voulais pas rentrer dans l'intimité. C'est vrai que c'est une ligne... Oui, c'est une ligne un peu fine à... C'est à cœur ouvert. C'est une ligne fine sur laquelle il faut marcher, mais... Donc, comment... Alors, ça se fait de manière naturelle, mais... Il y a toujours cette discrimination, tu sais, quand tu as été à un moment donné passive... il y a toujours cette petite discrimination là quand tu te retrouves avec des amis qui disent « Ah bon? Il y a des gens, donc tu es passé de femme à butch, tu es passé de femme à cas. » Oui, mais il faut aussi savoir que quand on se retrouve, quand on discute, c'est pas toujours qu'on dit la vérité. C'est pas tout le monde qui assume. En réalité, ce qu'il fait entre quatre murs, c'est chacun qui veut se jouer les machos. Non, c'est moi qui domine toujours les débats, c'est moi qui fais ceci. Mais on n'est pas là pour voir. On ne sait pas si ce qu'il dit, c'est vrai. Je l'ai toujours dit. Je laisse la possibilité, je laisse l'opportunité à ma partenaire de se découvrir et de me découvrir. C'est normal parce qu'on est dans une relation, on se fait plaisir mutuellement. Et en Afrique, on a toujours tendance à dire que un couple de deux masculines, généralement, c'est du gâchis. Mais je trouve ça un peu idiot parce que si son attirance va vers une personne qui est masculine comme elle, où est le problème? Le plus important, c'est qu'elle soit heureuse dans leur relation. Moi, personnellement, je suis attirée par les féminines. Mais si je rencontre un ami qui est attiré par une masculine ou une féminine comme elle, et qu'elle trouve son bonheur, moi, je n'ai absolument aucun souci par rapport à ça. Mais on a des clichés, on a souvent l'habitude de les traiter de PD. Quand on voit de masculine, on dit, bah, voilà, ça, c'est des PD, vraiment, c'est gaspillage et tout. Et c'est bête, c'est péjoratif. Et je remarque aussi que entre nous, les homos, il y a beaucoup d'homophobes.
Oh oui, oh, Il y a, oh. il y a beaucoup d'homophobes. Et il y a une guerre entre les lesbiennes et les gays. Je ne sais pas pourquoi cet état des choses, mais on ne se supporte pas beaucoup. C'est dommage et j'espère vraiment, et je crois il faudrait que plus de gens en parlent, plus de gens s'ouvrent et discutent. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de plateformes sur lesquelles ça peut se faire, mais ce serait bien qu'on ait cette discussion pour que ces clichés, pas qu'on les change, mais qu'ils diminuent. Après, la guerre lesbienne et gay, ce n'est pas seulement en Afrique, c'est aussi en Occident. Mais il y a au moins une sorte de respect que je n'ai pas beaucoup trouvé chez nous. Je n'ai pas beaucoup trouvé chez nous. Alors, parlons d'homophobie. Justement, tu disais qu'à un moment donné, après ta première expérience, tu étais une homo-refoulée. Refoulée. Non, homophobe. Donc, comment se manifeste cette homophobie? Il faut dire, hein, moi, je suis passée par là parce que à un moment donné, je devenais un peu plus public et donc je me retrouvais dans des situations où les gens que tu as rencontrés dans ton petit bar gay la nuit viennent d'aborder en pleine journée. Tu dis, mais mon ami, d'où est-ce que je te connais? Et si quelqu'un a le malheur de me dire, mais tu marches avec ces personnes-là, ce sont des homos, et dit, pardon, vraiment, c'est pour une étude à l'école. Je suis à l'université. Il y a un cours de sociologie et de psychologie que je suis. Donc, comment se manifeste ton homophobie à toi? En fait, tu es avec des amis qui soulèvent un débat sur l'homosexualité, tout le monde donne son avis. Tu ne peux pas prendre sur toi et dire que non, mais pourquoi... En fait, tu n'as pas le courage de prendre sur toi et de dire que mais pourquoi est-ce que vous jugez les homos? En fait, c'est des gens comme nous et tout. Non. Tu vas dire oui, vraiment, c'est des personnes qu'on doit les brûler, doivent brûler en enfer et tout et tout. Donc, tu entres dans un processus de déni. Tu ne veux pas admettre que, en fait, c'est ce que tu es. Tu te dis, à force de te le répéter, ça va devenir ça. Sauf que, et c'est quelque chose que je n'ai jamais compris, plus tu repousses l'homosexualité, plus ça s'affirme en toi. Donc, tu as fini d'insulter les homos dans un bar en plein jour, et puis le soir, tu te retrouves avec ta copine. Tu as envie d'elle, mais d'une façon incroyable. Donc, c'est comme ça que ça s'est manifesté. Je me rappelle, il y a une liste qui était sortie. Top 50. Top 50, voilà. Je suis à l'université à l'époque. Donc, ça fait la une de tous les médias au Cameroun. Tout le monde en parle. Tu ne peux pas dire que vraiment, il faut laisser ces gens tranquilles, qu'ils soient homosexuels ou pas. C'est quoi leur problème? Tu es obligé d'entrer dans la mouvance de dire non, vraiment, ces pères-là, on doit les brûler. Ils ont gâté le Cameroun, c'est des sectaires parce que quand tu es homosexuel, tu es Illuminati, tu es rosicrucien, tu es franc-maçon, tout ça. Pourtant, c'est loin d'être la vérité. Et tu le sais pertinemment parce que tu es homosexuel, mais tu n'as pas le courage de l'avouer à la face du monde, de dire non. Ces gens, même s'ils le sont, restent encore à prouver. Parce que ça peut être des calomnies, mais même s'ils le sont, ce n'est pas forcément des mauvaises personnes. À l'époque, ce qui nous retenait, c'était parce qu'on dépendait encore financièrement de la famille. Mais bon, à un moment, même quand cette dépendance financière a été coupée, on se dit non, mais il y a quand même la famille. Si la famille découvre, il y a certains qui ont eu le courage. Vraiment, je leur tire un coup de chapeau. J'espère avoir ce courage-là de s'assumer. Nous autres, on n'a pas encore eu. Maintenant, on accepte déjà de défendre ouvertement les homos. Si j'assiste à une conversation maintenant où on dit vraiment les homos, je vais dire non. Pas parce que cette personne est homosexuelle qu'elle est non. Le discours a changé parce que il y a de l'expérience, il y a de l'âge. On comprend plus et mieux la vie. Mais à l'époque, on était plus jeune, on était obligé de nier tout en bloc. On rejetait même ce qu'on est soi-même. Mais je crois que tout le monde, c'est un processus normal. Tout le monde passe par là. Il faut passer par là pour comprendre par la suite que c'est pas en étant dans cette discussion de déni que ce que tu es va partir. D'accord. Alors, durant ta période pubertaire, tu as dit que tu as rencontré pas mal de femmes. Sachant que tu n'es pas hors du placard et que l'homosexualité était interdite et tout ça, donc comment est-ce que tu faisais ces rencontres? Oui, j'avais la chance d'avoir un ordinateur et d'avoir la connexion Internet. Du coup, il y avait des sites. J'avais un faux profil
avec une photo que j'avais téléchargée comme ça. Donc, c'est sur ce site-là que je rencontrais des gens. Non, il y en avait deux. Et je ne sais pas si je peux les citer. Oh, sens-toi libre. Hein. À un moment donné, quand tu as dit 1, 2, 3 comme nom, j'ai cru que tu parlais de 1, 2, 3 Love. 123 Love, il y avait 123 Love, il y avait Badou, c'est Badou. Voilà, donc c'est sur ce site-là vraiment où j'ai connu bon nombre de mes relations. Ensuite, c'était par le biais des amis. C'est l'amie de tel, elle a vu ta photo sur Facebook, elle est intéressée. Il y a eu des groupes sur Facebook et tout. Donc, c'était généralement dans ces groupes de rencontres-là qu'on croisait des personnes. Parce qu'on n'avait pas le courage de s'afficher, de fréquenter des bars gays. Déjà, même qu'à l'époque, je ne savais même pas que ça existait. Je n'en fréquentais aucun. Donc, les relations, c'était toujours un cercle de personnes. Et au bout d'un certain temps, tu as l'impression que tu as couché avec tout le monde parce que tout le monde se connaît en fait. Bah, j'attendais que tu arrives à cette partie où tout le monde couche avec tout le monde. Quand tu fais le bilan, tu te dis, mais finalement, tout le monde est l'ex de tout le monde, mais j'étais où même? Parce que on se fréquente, tout le monde se connaît. Hier, tu as posté une photo, là, tu étais avec quelqu'un, elle me plaît et tout. Ok, d'accord, je te donne son numéro. C'est pas une relation sérieuse que tu cherches. C'est les coups d'un soir. Au bout d'un certain temps, ça s'arrête. Et derrière la personne avec qui tu as une relation furtive, tu as rencontré une autre personne qui a une amie qui t'intéresse. Donc, c'est comme ça que, au bout d'un moment, tu te dis, mais j'ai couché avec tout le monde. En fait, toutes les filles avec qui j'ai couché là, elles se connaissent toutes. Et c'est ça qui te fait peur. Et c'est à ce moment-là que tu prends conscience, tu dis non mais stop, je me retire. Est-ce que franchement, non, la vas-y. prochaine relation, je m'en vais les chercher sur la lune. Là, au moins, je suis sûr que tu ne seras l'ex de personne. Les femmes avec lesquelles je suis sortie, qui appartenaient à la communauté, je les compte sur le bout d'une main. Et je ne suis même pas sûre que je peux compter 2 ou 3. Parce que justement, je voulais pas me retrouver dans des histoires de... Voilà, tu as accouché avec tel, qui a accouché avec tel, qui est l'ex de tel. Tu dis, mais attendez 2 secondes là. 2 secondes, asseyons-nous, réfléchissons. Mais... Ça signifie que toi, tu as eu beaucoup de chance. Nous, franchement, on a fait du sale. C'était pas beau. Non, je ne pense pas que ce soit une question de chance. Ce n'était vraiment pas de la chance, c'était un choix. Parce que j'ai été une personne affectée par les conséquences des désordres sexuels. Ce n'est pas du tout agréable et je n'ai pas voulu me retrouver dans ces situations. Mais toi, durant cette période-là, est-ce que tu te protégeais? Si oui, comment? Absolument pas. Et c'est pour ça que je dis, il y a un bon Dieu qui existe. Parce que j'étais jeune, j'étais inconsciente. Je me disais qu'il n'y avait aucun risque. Parce que pour moi, les maladies ne concernaient que les hétérosexuels. Du coup, je partais avec tout le monde. Je prenais même pas le temps de vérifier l'état de santé ni de ma partenaire, ni du mien. Vraiment, c'était une période de débauche. Et quand on sort de là et qu'on prend conscience qu'on aurait pu choper quelque chose, on commence à sensibiliser. On dit non, mais... il faut prendre des précautions. Maintenant, je suis dans la logique de la fidélité. J'ai des rapports avec une seule personne. Là, je sais que le risque d'attraper une quelconque infection est non pas à 0, mais relativement minime. Parce que la personne en face de moi aussi pratique la même méthode pour éviter les maladies. Mais avant, je ne me protégeais pas du tout. Mais alors, pas du tout. Ça ne me concernait pas. Je me croyais invisible, invincible. Invincible, oui. Mais si tu devais... J'ai beaucoup aimé. Il a permis que je sorte de là avec 0 maladie. Mais sinon, j'en connais malheureusement qui ont chopé des trucs. Quelques rêveront jusqu'à la fin de leur vie. Elles n'ont pas eu la chance que j'ai eue. Mais si c'était à refaire, franchement, je ne le referais pas. Mais est-ce que tu es au courant quand même des méthodes de protection pour rapport sexuel entre lesbiennes? Bon, je sais qu'il y a un préservatif, spécialement pour les lesbiennes. Mais je sais pas du tout comment ça s'utilise. J'ai vu des photos où on met un truc sur la langue là et tout.
Bon, je n'ai pas cherché à savoir. Je me suis dit, la seule méthode que je vais utiliser, c'est la fidélité. Oui, il y a le préservatif. On peut également utiliser un préservatif masculin. Et puis, il y a des gants également qu'on peut utiliser. Maintenant, après, il y a des stérilisateurs qui sont spécialement dédiés aux jouets sexuels. Mais ça, c'est la conversation d'un autre jour. Donc, restons un peu sur cette puberté sexuelle-là pour passer à ta relation d'aujourd'hui. Comment est-ce que tu la rencontres? Puisque tu dis, OK, je ne fais plus partie de... Je vais aller chercher ma copine sur la Lune. Donc, est-ce que tu es vraiment allé sur la Lune pour la rencontrer? Ma relation d'aujourd'hui, vraiment, je peux parler d'elle jusqu'à demain parce que tellement elle m'inspire. Tellement on a vécu des choses ensemble, tellement on a traversé des hauts et des bas, que maintenant, quand je m'assois, je fais le bilan de tout ça. Je dis non, mais c'est vraiment mon âme sœur. C'est mon âme sœur. Comment je la rencontre? Je sors d'une déception amoureuse. Et je décide de voyager, de changer d'air et tout. Et donc, le jour même où je rentre au Cameroun, je suis affamé. Je décide d'aller chercher de quoi manger dans une boulangerie. Et c'est comme ça que, voilà, entre deux rayons, j'aperçois quelqu'un. On va être honnête, hein. C'est son physique qui m'attire d'abord. Donc, du coup, elle me frappe à l'œil et je dis, mais c'est quoi cette bombe-là? Je fais mes courses en fonction de ses courses à elle. Donc, je rôde autour d'elle. Je rôde. J'attends le moment où elle va aller au niveau de la caisse. Donc, pour que je sois juste derrière elle. Donc, c'est comme ça que je la suis. Bien évidemment, elle ne se rend compte de rien. Elle ne sait pas que, voilà. On arrive au niveau de la caisse, elle dépose ses courses. Je me dis, je peux lui proposer de payer ses courses. Mais on est devant la caissière. Je ne la connais pas. Donc, je ne sais pas comment elle va réagir. Si je lui dis vraiment, je sais pas, elle peut, et on est dans une ville, on est à Douala, une ville où il y a beaucoup les gens aiment beaucoup le scandale. Je sais pas comment elle va réagir. Je me dis non, qu'elle paye ses courses, je paye et puis on va se retrouver dehors. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve dehors. Je l'accoste. Bonjour. Elle a une très belle voix. Elle a une belle voix. Sa voix. En fait, elle veut prendre la moto. Je me propose, je lui dis, OK, on peut prendre le taxi, je te dépose et puis moi je continue. Elle dit, OK, d'accord. Mais elle me regarde avec un air, elle est intriguée. Elle monte quand même dans le taxi, on est dans le taxi et tout. Je ne sais pas si tu connais la ville de Douala. Elle habite à Bonabéry. Moi, j'habite à Bonamoussadi. Donc, les routes sont diamétralement opposées. J'ai dit au chauffeur, tu vas à Bonabéry, après on va aller à Bonamoussadi. Lui, il n'a pas de sens. Il est en train de pointer son argent. C'est comme ça que dans le taxi, il faut que je demande le numéro de téléphone. Il faut que je prenne son numéro de téléphone, mais il ne faut pas que j'attire l'attention du chauffeur. Donc, je tends mon téléphone, je lui fais le signe. Elle met son numéro. À l'époque, on utilisait, notre première conversation, c'est sur Viber. On n'était pas encore pour WhatsApp. Elle met son numéro, j'enregistre. Je constate tout de suite que je reçois la notification qu'elle est sur Viber. Je la dépose et puis je rentre. Maintenant, la même période, j'avais perdu mon frère. Et il fallait que je descende sur Yaoundé par rapport à l'organisation des obsèques et tout. Donc, du coup, j'étais un peu perturbée. Je ne lui fais pas signe, je ne l'appelle pas et tout. Et donc, c'est elle qui m'envoie le premier message, en fait, sur Viber, qui dit « Donc, tu es aussi ici. Donc, pour dire que tu es sur Viber aussi. Je dis « Oui, je suis là. » Elle me dit, mais pourquoi depuis tu as pris mon numéro, tu ne me fais pas signe et tout. Je dis non, je suis à Yaoundé en fait. Quand je reviens sur Douala, je vais t'appeler. Et c'est comme ça qu'on a commencé à discuter. Je ne lui ai pas encore dit que tu me plais.
On discute comme deux amis. Quelle conversation vous avez? Vous ne vous connaissez ni d'Ève ni d'Adam. Il faut qu'on la reçoive. Comment tu as passé la journée? Des conversations vraiment plates. Non, elle doit venir nous dire comment est-ce que... Non, sérieux. Quand elle met son numéro dans ton téléphone, à quoi est-ce qu'elle s'attend? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle sait ce que je veux. Mais dans nos conversations, on ne déborde pas. Une conversation normale entre deux amis, vraiment, comment tu as passé la journée et le deuil, c'est comment, machin. Des trucs aussi banals que ça. Tu n'as pas peur qu'elle soit un agent secret à ce moment-là, genre... La vérité, je n'ai pas pensé à ça. Le seul moment où j'ai eu peur, c'est quand on était au supermarché devant la caissière. Quand j'ai envie de payer ses courses. C'est à ce moment où je me dis, mais elle peut réagir comment? Mais à partir du moment où elle accepte de me donner son numéro de téléphone, je me dis, peut-être qu'elle est dedans. Donc, je n'ai plus peur. C'est quand je reviens sur, on passe ensemble, et tout. C'est là où je lui dis que moi, je suis comme ça. Et comme je t'ai vu là, tu me plais. Et voilà, tu me plais, donc on fait comment? Elle n'est pas choquée. C'est de là que part notre histoire, une belle histoire. On a connu vraiment des moments de bonheur intense. À ce moment-là, je vis en famille. Elle me donne envie de déménager, d'aller m'installer avec elle. Je quitte la famille contre l'avis de tous, parce que les gens ne comprennent pas. Mais tu quittes le centre-ville pour aller te cacher au village à Bonabéry, mais ça ne va pas dans ta tête. Mais c'est par amour que je le fais. On a vraiment été heureux ensemble. J'étais sa première relation. Enfin, je lui fais découvrir ce monde, elle ne connaissait pas. On a connu de belles choses. Malheureusement aussi, on a connu un moment difficile. On a même été à deux doigts de faire la prison. C'était un peu la raison de la première question que je pose. Et je voulais qu'on en arrive, en fait, si tu te sens confortable à l'idée de partager cette expérience-là. Ça fait des années maintenant. Bon, on en parle maintenant, on rit. Mais quand c'est arrivé, c'était assez dur. C'était une épreuve assez difficile. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, à ce moment, il y a un monsieur qui me fait la cour de façon assidue. Et je le repousse. Puis à un moment, je lui dis non, mais en fait, comme je te repousse là, c'est parce que moi, j'aime les femmes. Et l'erreur que je commets, c'est que je lui parle de ma femme. Parce que on est tellement dans notre bulle, on est tellement heureuse qu'on veut que tout le monde partage notre bonheur, en fait. Et puis, le monsieur, il pète un câble. Je dis, non, mais tu ne peux pas me repousser pour une femme. Non, ça signifie que la fille là est envoûtée. Moi, je suis originaire, si c'est Doudou là, j'ai appelé les gens au village, on m'a dit que la fille là est envoûtée. Donc, tout ce que tu fais là, c'est pas toi-même qui fais. Tu vas mélanger dans un truc. Je lui dis, non, mais c'est pas elle qui vient vers moi, c'est moi qui pars vers elle. Donc, elle va m'embouter comment? Donc, ça a engendré beaucoup de choses. Et puis, il a déposé une plainte contre nous dans un commissariat. C'était quoi le motif de la plainte? Homosexualité et escroquerie, je pense. Parce qu'il me réclamait, c'était combien? Il m'a réclamé, il me semble, je sais plus, que je l'ai escroqué et puis je suis homosexuel. Mais le motif qui attire le plus l'attention au commissariat, c'est l'homosexualité. À ce moment, ma copine, elle est dans une grande école. Elle est en train de préparer sa sortie de cette école-là. Donc, elle est en plein stage. Moi, je travaillais quelque part là-bas. Et dans cette période-là, je suis malade. À quelques jours de son anniversaire, même d'ailleurs. Le jour où on a failli aller en prison, c'était même le jour de son anniversaire. C'était une journée atroce. Et donc, il dépose une plainte contre nous. On vient déposer la convocation au bureau. On me dit, voilà, il faudrait que tu te présentes au commissariat parce qu'il y a une plainte contre vous. J'y vais. Pour moi, je n'ai rien à me reprocher. Je ne dois rien à personne.
C'est là où j'apprends les faits qui me sont reprochés. L'enquêteur nous écoute et la vie, c'est faire des choses. L'enquêteur, la policière qui nous écoute, elle-même, elle est homosexuelle, c'est une lesbienne pur sang. C'est une lesbienne pur sang. Mais elle est homophobe. Elle nous pose des questions dures. Elle est vraiment très dure contre nous. On répond aux questions. C'était d'autant plus bizarre que on nous avait interrogés dans 2 salles différentes, mais on avait pratiquement la même version. On disait pratiquement les mêmes choses. Et je pense que c'est ça qui a fait en sorte que l'on puisse sortir de là, parce qu'on est resté soudés dans nos dires. Donc, quelques jours après, je tombe malade. Après la déposition, après la déposition. Après ma première convocation, je tombe malade. Donc, je suis hospitalisée. Il y a une jeune dame qui vient, se présente. Elle est journaliste. On lui a parlé d'un fait d'homosexualité. Elle est venue pour enquêter et tout. Donc, je lui dis, mais, madame, je refuse pas de répondre à vos questions, mais l'état dans lequel je suis, je peux pas. Vous voyez, il y a une perfusion, je suis malade. Elle a pondu un article sur nous, elle a raconté sa vie et tout. Et le lendemain ou 2 jours après... Comment elle fait pour vous trouver? Comment est-ce qu'elle vous trouve? Parce que le monsieur, il nous suivait. Heureusement, il ne connaissait pas la maison, mais il nous suivait. Donc, il a réussi à nous retrouver à l'hôpital. Il a demandé à la journaliste de venir nous interroger là-bas. 2 jours ou 3 jours après le passage de la journaliste, il y a la police qui débarque à l'hôpital. Wow. Je suis sous perfusion. On m'entend dans le bureau du directeur de l'hôpital, on me repose les mêmes questions sur l'homosexualité et tout. D'ailleurs, on interroge ma femme, on nous harcèle et tout. Je dis, mais comment je peux guérir dans ces conditions? C'est psychologiquement, c'est très fort. Laissez-moi, moi, le temps de me soigner. Je ne sais pas, comme si j'ai fui. Vous m'avez convoqué, je suis venu au commissariat, mais vous venez. Elle me dit, non, on va vous enfermer, vous serez déféré. Donc, ce jour-là, j'ai décidé de sortir de l'hôpital parce que je n'en peux plus. Ça crée un scandale, tu vois. Les gens commencent à nous regarder bizarrement. À l'hôpital, on savait que c'était ma sœur. Mais après le passage des policiers, du bouche à oreille, les gens savaient déjà qu'on était en couple. Donc, j'ai dit, non, on va prendre un bon de sortie, on va sortir. Je vais terminer le traitement à la maison. C'est comme ça que je termine le traitement à la maison. On avait une dernière convocation. Et ça, c'était le jour de son anniversaire. Le matin, on se réveille, on hésite. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on va? On va pas, on va. Non. C'est jusqu'à présent, ils n'ont plus rien faire. C'est qu'ils n'ont vraiment rien de concret contre nous. Allons-y, et puis on fait ce qu'on a à faire. On avait un joli programme pour ce jour-là. On fait ce qu'on a à faire et puis on rentre à la maison. Juste avant d'aller au commissariat, j'ai pas de forfait dans mon téléphone. Je lui dis non, il faut que je recharge mon téléphone. Heureusement. Heureusement. C'est important. Il faut toujours avoir le forfait dans son téléphone. On arrive au commissariat. On nous fait asseoir dehors. Après, il y a un gars qui garde. On dit montez dans le car. Vous êtes déféré au parquet. Waouh. On a transmis. Donc, c'est le procureur. La suite, c'est là-bas à Bonanjo. Tout. Waouh. Donc, on est dans la voiture de la police. Et on est à 2. On réfléchit. Et on traverse tout ça. Nos familles ne savent absolument rien. On arrive au parquet. La nouvelle est déjà arrivée là-bas qu'il y a 2 lesbiennes. Donc, on nous met dans une... on va pas appeler ça cellule. C'était le coin des archives. Parce qu'ils n'ont pas voulu nous mélanger. Ils nous ont mis dans une pièce. Il y avait des anciens papiers et tout. Et les gens venaient nous guetter par la fenêtre comme des bêtes curieuses. Heureusement qu'à cette époque-là, les gens n'avaient pas encore cette mentalité de faire des photos à tout va. Sinon, on se serait retrouvé, on se serait rendu très vite célèbre sur les réseaux sociaux. Donc, on était là, perdus, 2 jeunes enfants, moins de 30 ans, on ne sait pas ce qui nous arrive. Donc, c'est comme ça que il y a quelqu'un au palais
à Bonanjo, qui vient nous souffler que, voilà, le procureur a ordonné de faire une perquisition. Où est-ce qu'on habite? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que si réellement on fait une perquisition, ils auront les preuves qu'on est homosexuel. Mhm. Parce qu'à la maison, on a tous nos gadgets sexuels. Dans notre ordinateur, on a beaucoup de films homo. Mhm. Donc, il faut effacer tout ça. Il faut supprimer tout ça. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On est en cellule, on ne peut pas sortir. Il faut faire appel à des personnes qui sont à l'extérieur. Mhm. C'est pour ça que je disais que c'est important d'avoir du forfait. Donc, comme on avait du crédit, on a appelé des amis. Et je profite de l'occasion. Je ne sais pas combien d'auditeurs vont m'écouter. Je n'ai jamais eu la possibilité ou l'opportunité de te remercier toi personnellement pour ce que tu avais fait. Mais sache que ton soutien à ce moment-là a été d'une très grande importance. Si des gens comme toi n'avaient pas été avec nous, je pense on devait finir en prison ce jour. Donc, à mon nom propre et au nom de ma femme, je tiens à te dire merci. Parce que tu nous as démontré que dans la vie, il y a encore de belles âmes. Il y a encore des gens sur qui on peut vraiment compter. Donc, je tenais à te dire merci. C'est vraiment la moindre des choses. Aujourd'hui, je suis contente qu'on puisse s'asseoir et en discuter parce que malheureusement, quand il faut dire aux gens qu'il y a des choses comme ça qui se passent en off, ils ne peuvent pas croire parce qu'ils vont voir le cas de chacun. Ils vont se dire non, c'est parce que non. En fait, c'est des réalités qu'on vit au quotidien. Oui, voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on décide de faire appel à des amis qui sont à l'extérieur parce qu'il faut effacer toutes les preuves possibles. On est obligé de supprimer toutes nos photos ensemble. J'ai formaté son téléphone, j'ai formaté le mien. On a supprimé tous nos souvenirs. Jusqu'à aujourd'hui, on pleure encore parce qu'on a tout supprimé. Nos amis sont venus récupérer les clés qu'on a glissées discrètement par la fenêtre, ils sont partis à la maison, formater les ordinateurs, faire disparaître tous les gars. Donc, toutes les preuves qui pouvaient nous incriminer ont été effacées. Cette journée, c'était un film, mais les gens ne peuvent pas comprendre. Non, la communauté a formé un bloc autour de nous. La communauté nous a soutenus. Et à un moment, il a fallu faire appel à nos familles. Donc, c'est comme ça que ma femme appelle son oncle qui appelle son frère, et puis d'intervention en intervention, vers 21h, on décide de nous libérer. On sort de là, on est en larmes, on est épuisé psychologiquement parce qu'ils nous avaient pris toute notre énergie. On ne pouvait pas retourner chez nous dans notre nid d'amour parce qu'on se disait qu'ils nous suivaient et qu'ils connaissaient là-bas. Donc c'est comme ça qu'on décide de venir chez toi. La première nuit chez toi a été horrible. Elle a sangloté toute la nuit dans mon bras, elle a pleuré toute la nuit. Je m'en voulais parce que si elle était dans une situation pareille, c'était à cause de moi. Avant de me connaître, elle ne connaissait pas ce milieu. Donc, et sa carrière était menacée. Elle risquait de tout perdre. Tout ça pourquoi je me sentais coupable, je me sentais moche, je me sentais inutile. Il a fallu du temps pour que petit à petit, cette blessure cicatrise, que cette blessure guérisse. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi à surmonter ça. Mais par la suite, on a eu des problèmes, comme tous les couples. Mais il y a cet amour-là qui est toujours resté. On s'est séparés même. À un moment, on s'est séparés. Elle a fait sa vie. J'ai essayé de faire la mienne, mais ça n'a pas marché. Et puis, on s'est retrouvés. Et depuis qu'on s'est retrouvés, on ne se lâche plus. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'ils vous font subir au parquet? Parce que je sais que moi, j'arrive à un moment donné où on est en train de tourner un 24 heures chrono. Mais comment ça se passe au parquet quand ils vous font asseoir dans cette salle qui ressemble à une archive? Au-delà des gens qui viennent vous regarder comme des animaux de foire, est-ce qu'ils vous posent des questions? Est-ce qu'ils vous maltraitent? Est-ce qu'ils vous font subir des sévices? Non, physiquement, ils ne nous ont rien fait. C'était plus par des mots.
oh, des enfants comme vous êtes lesbienne, pourquoi tu peux déjà être en mariage, mais pourquoi vous faites ça? C'était ce genre de paroles. C'était plus de la torture morale, des paroles vraiment blessantes qui sortaient de leur bouche. Et à un moment, vraiment, c'était sur des oui-dire, parce qu'ils n'avaient aucune preuve. Ils nous ont dit qu'ils ont des photos de nous où on est en train de faire l'amour. J'ai dit à ma copine que c'est impossible, puisque toi et moi savons qu'on n'a jamais fait ce genre de photos. Donc, il avait sorti, il a imprimé des photos, il a essayé de faire un grossier montage avec mon visage et tout, comme quoi, mais c'est pas passé. Mais aussi, il a beaucoup monnayé pour que tout ça là nous arrive. On connaît comment ça se passe au Cameroun, on connaît, donc. Mais ils ne nous ont pas, non, les services physiques, non, on n'a pas connu ça. Non, ils ne nous ont pas touchés. Ils nous ont torturés psychologiquement toute la journée. On a passé une journée horrible. Et si les familles n'intervenaient pas, vous seriez à Newberg aujourd'hui? Non, on serait en prison. On serait en prison. Si les familles n'intervenaient pas, on serait en prison. Et après, comment ça se passe dans la famille? Je veux dire que, bon, après, c'est madame qui appelle sa famille, mais est-ce que de ton côté, est-ce que à un moment donné, la nouvelle s'ébruite au point de mettre ta couverture en danger, en quelque sorte? Oui, ma famille est aussi au courant, mais on met ça sur le coup de l'extrême jalousie du monsieur, parce que j'ai refusé ses avances. Voilà, il décide de me couler une étiquette. Donc, ça passe comme ça dans la famille. Il ne cherche pas à aller dans les détails. Donc, oui, vraiment, il y a des hommes comme ça. Quand tu refuses de sortir avec lui, il décide, soit il dit que tu l'as escroqué, soit il te traite de lesbienne. Donc, c'est comme ça que ça passe dans la famille. Mais peut-être avec le temps, et quand ils voient ma façon de vivre maintenant, peut-être ils sont en train de, je me dis, je ne suis pas dans leur esprit, ils sont en train de faire le rapprochement, que peut-être l'histoire qu'il y a eu, il y a de cela, ça va faire combien? 7 ans 7 ans maintenant. Voilà. Donc peut-être ce monsieur avait raison. Peut-être ce monsieur avait raison de porter plainte. Ça n'a pas eu l'effet escompté, c'est-à-dire de faire notre coming out au niveau de nos différentes familles. Non. Ce n'est pas allé plus loin que ça. Ils sont venus pour sauver leur enfant et puis voilà, le reste, ils n'ont pas géré. J'ai envie de demander, est-ce que pour s'en sortir plus ou moins, quand on est LGBT en Afrique subsaharienne, est-ce que c'est une question de relation ou une question d'argent? C'est-à-dire pour éviter d'avoir des soucis. Au-delà de vivre caché, c'est une question, il faut avoir les moyens ou il faut connaître les bonnes personnes? Avec les mentalités actuelles au Cameroun, je pense que si on décide de s'assumer, il faut avoir des bonnes relations. Nous, on a eu la chance parce que on avait les relations et il y avait l'argent à ce moment. Sinon, on serait parti en prison. Et 8 ans plus tard, la situation reste la même. Si tu n'es pas capable de monnayer, tu vas en prison. Et ça, c'est vraiment dommage. Alors, ça me permet peut-être de rebondir parce que tu parlais de communauté qui a été soudée en début de discussion. Tu disais aussi que tu essaies de donner ta personne dans la communauté subsaharienne pour aider les personnes de la communauté. Donc, s'il faut résumer ou s'il faut présenter un peu ce que tu fais, en quoi ça consiste cette implication-là ou ce don de ta personne pour aider la communauté? Ça, c'est de façon générale. On essaye d'accueillir des gens qui viennent, qui ne savent pas comment s'orienter. Maintenant, il y a ce phénomène d'immigration clandestine, parce que le pays dans lequel je me trouve est un pont vers l'Europe, en fait. Donc, il y a beaucoup de communautés subsahariennes qui utilisent ce pays comme étant un pays de transit pour continuer. Donc, on essaye d'opérer au niveau de la sensibilisation. On essaye de leur faire comprendre que même étant sur place dans leur pays, ils peuvent développer des activités qui leur permettent d'être financièrement autonomes. Ou encore, que même ici sur place, ils peuvent s'installer de façon
pérenne pour que leur famille puisse aussi bénéficier, que le bonheur ne se trouve pas forcément en Europe. Parce que beaucoup ont tout vendu, beaucoup ont tout quitté, beaucoup ont tout abandonné pour pouvoir arriver en Europe. Ils se retrouvent ici, sont bloqués, ils ne savent plus comment faire. Donc, on essaye, c'est un travail de longue haleine. Et ce n'est pas seulement la communauté camerounaise, c'est la communauté subsaharienne tout entière qu'on essaye d'entretenir comme ça. Donc, je suis dans un syndicat, l'un des plus grands syndicats de ce pays d'ailleurs, qui a pour mission de proposer une nouvelle loi qui va permettre aux travailleurs subsahariens, aux travailleurs migrants, de pouvoir s'installer de façon légale sur le territoire. Donc, c'est un projet qui regroupe la communauté subsaharienne, tous les Noirs. Donc, c'est dans cet élan-là que la communauté camerounaise a décidé qu'au-delà de cette action subsaharienne qu'on est en train de mener, on peut aussi le faire de façon plus réduite concernant uniquement les Camerounais. Parce que de plus en plus, on reçoit des Camerounais qui arrivent ici, qui se retrouvent abandonnés à eux-mêmes. Donc, j'essaie de donner de mon temps comme je peux. On fait des dons parfois dans des foyers, on essaye de soutenir des femmes enceintes, de soutenir les personnes âgées. D'ailleurs, récemment, il y a 1 mois et demi, on a fait partir au Cameroun un papa de 65 ans qui souffrait d'arthrite, parti en aventure depuis 20 ans. Wow. Il a fallu qu'on entre en contact avec sa famille au Cameroun, leur expliquer que voilà, leur papa, il est malade. Parce que, en fait, la crainte du monsieur, c'était quoi? S'il rentre au Cameroun, qui est-ce qui va s'occuper de lui là-bas après 20 ans d'absence? Il fallait recréer ce lien entre lui et sa famille pour que, à son retour au Cameroun, qu'il puisse être accueilli. Donc, c'est ce genre de choses qu'on essaye de faire au quotidien. De temps en temps, il m'arrive d'accueillir chez moi une personne qui est dans le besoin. Comme actuellement, il y a quelqu'un qui est chez moi pour quelque temps, qui essaye de se refaire une santé pour rebondir. Donc, on essaye de donner de sa personne. Parce qu'on se dit qu'on peut se retrouver ailleurs et puis on a aussi besoin que quelqu'un nous vienne en aide. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on travaille. C'est un truc qu'on fait de façon bénévole. On donne de notre temps, on donne de notre énergie, parfois même de notre argent, parce qu'il y a des gens qui vous appellent, qui vous disent, voilà, je n'ai absolument rien à manger. On est obligé de faire ces efforts-là de temps en temps. Donc, il y a tellement d'histoires. Il y a des histoires qui se terminent parfois malheureusement mal. On a eu une sœur ivoirienne qui est décédée malheureusement en peur. On a tout fait. Dieu en a décidé autrement. Il y a aussi de belles histoires qui se terminent bien. Quand il y a un enfant qui vient au monde et que la maman décide, elle dit, voilà, vraiment pour vous remercier, je décide de donner ton nom à mon enfant. Ça, c'est un bel hommage. C'est des choses qui nous touchent, c'est des choses qui nous galvanisent. C'est redonner ce sourire-là aux personnes désespérées. C'est pour ça qu'on fait ce genre de travail. Et pour les personnes LGBT, quelle est ton implication? Je ne m'implique pas parce que c'est une personne LGBT. Je m'implique parce que c'est une personne tout court. Je ne fais pas de la discrimination pour dire non, parce que c'est une personne LGBT. Je vais d'abord l'aider, elle, avant d'aider une personne hétéro. Je le disais, je suis encore dans le placard. Je ne suis pas impliquée dans des associations LGBT. Déjà, je ne sais même pas si ça existe où je me trouve. J'aide la communauté. Je suppose que dans cette communauté-là, il y a des hétéros, il y a des homos, donc on ne regarde pas tout ça. Et la Gay Pride? C'est vrai que tu es toujours dans le placard, donc forcément, peut-être pas d'occasion de... Par contre, en 2018 ou 2019, j'ai assisté à une Gay Pride à Istanbul. D'accord. J'étais émerveillée parce que je voyais... C'était haut en couleur, il y avait de tout. Bon, j'étais à l'aise parce que je savais que là-bas, vraiment, il n'y a personne. La probabilité pour que quelqu'un me reconnaisse dans la foule, elle est nulle. Mais assister à une Gay Pride dans mon pays de résidence. On n'y pense même pas. Au Cameroun,
Je ne pense pas. On n'y pense pas. Non, mais ce que je voulais savoir, Voilà. c'est ce que tu penses que ça a sa place? Est-ce que... Non, ça permet aux uns aux autres de s'exprimer, de se libérer. C'est important parce que on vit dans une perpétuelle frustration de ne pas pouvoir dire haut et fort ce qu'on est. Donc, si on a une journée par an où on peut s'exprimer, c'est important. J'ai vu des gens qui ressentaient cette joie, qui étaient contents d'être là. Moi-même, j'étais contente d'être là. Donc, pour moi, ça a sa place. Ça a sa place. C'est un moment de joie, de convivialité, un échange culturel. C'était une très belle expérience à revivre, bien évidemment, mais très loin des yeux. D'accord. Quand tu parlais de l'épisode de la presque prison, tu as parlé de... C'était vraiment difficile à gérer psychologiquement. Ils vous ont torturé psychologiquement. Et la perpétuelle pression mentale dans laquelle on vit en tant que LGBT en Afrique. J'ai envie de te demander, du coup, est-ce qu'à un moment donné, maintenant que peut-être tu es exposé à d'autres réalités, tu as eu à penser à ta santé mentale? Comment est-ce que tu prends soin de ta santé mentale? Maintenant que c'est une histoire que je n'aime pas souvent raconter parce que ça fait toujours remonter beaucoup de tristesse. Je me revois dans cette salle-là et tout ce qu'on a vécu. Maintenant, comment on se protège psychologiquement? On se dit, voilà, Dieu n'a pas permis que ça arrive. C'est que forcément, quelque part, on est des belles personnes et qu'on ne le mérite pas. Donc, j'essaye de vider mon esprit de toute pensée négative. J'occupe mon esprit par mon travail. D'abord, j'écoute beaucoup de musique. Donc, j'essaye au maximum de ne garder que des choses positives dans ma tête pour que ça ne puisse pas m'affecter de façon négative. Parce qu'une fois que ton mental est touché, tu ne peux rien produire de bon. Donc, ma technique, en fait, c'est de toujours garder le sourire, de toujours rester positive, de se dire que voilà, demain, tout ira bien, demain, ce sera un jour meilleur. Donc, aussi simple que ça. C'est tout. D'accord. Essayons de rester dans les souvenirs positifs alors. Et peut-être je vais repartir à ta première expérience et te demander, parce qu'elle arrive au moment où on parle de top 50 au Cameroun, right? Donc, quel rôle ce traitement de l'homosexualité dans ces médias-là a joué ou continue de jouer dans la compréhension et l'acceptation de ton orientation sexuelle? Est-ce que tu penses que ça a aidé ou alors tu penses que non, ça a vraiment joué un rôle négatif qui a par la suite influencer un certain nombre de choses? Parce que j'ai envie de dire, il y a quand même un rôle positif, il y a quand même une sortie positive, parce que si madame peut-être n'était pas au courant de ce genre de choses par les médias, peut-être elle n'aurait pas été ouverte à l'idée de te donner son numéro de téléphone et peut-être aurait appelé ou provoqué un scandale. Oui, je pense que de plus en plus, être homosexuel devient un phénomène de mode. Malheureusement, les gens pensent que être homosexuel, c'est un métier. Non, c'est pas ça. On ne devient pas homo, on est homo. C'est pas l'histoire du top 50 qui me fait comprendre que je suis homo. Je le sais déjà bien avant, parce que étant plus jeune, comme je le disais, dans les vestiaires, quand je voyais mes coéquipières en petite tenue, ça me donnait, je me sentais excitée et tout. Juste qu'il faut à un moment un déclencheur. Cette fille, elle a déclenché ce truc en moi. Mais c'est pas la révélation du top 50 qui fait que je découvre que je suis homo. Quoique les gens vivent toujours dans le placard, mais quand on se retrouve dans des salons en train de discuter, les gens, ils s'affirment à demi-mot, à dire que non, je suis homosexuel. C'est un phénomène de monde, parce que on dit non, c'est les homosexuels qui dominent le monde, c'est eux qui dirigent le monde. Parce que les gens ont l'habitude de faire une corrélation entre les sectaires et puis les homosexuels. Surtout en Afrique, on se dit tous les homosexuels sont des sectaires. Pourtant, c'est archi faux. Les gens se disent, pour réussir dans la vie maintenant, on emprunte les chemins de la facilité. Ok, je vais coucher avec toutes les femmes là. Et puis, je vais obtenir
tous les marchés qu'on va me donner. Mais ça, c'est pas être corrompu. Tu couches avec une femme parce que tu es attiré par elle. Tout simplement. Parce que quand tu la vois, tu bandes. Mais les gens, non, c'est malheureux. C'est malheureux. Donc, les médias n'ont joué aucun rôle dans la compréhension, n'étant aidé en rien à comprendre qui tu étais ou à accepter qui tu étais. Si, parce qu'à un moment, on se documente, on essaye de comprendre. Tu sais que tu es comme ça, mais maintenant, tu essayes de comprendre pourquoi est-ce que tu es comme ça. Les médias ont joué un rôle prépondérant. Ça m'a permis de mieux comprendre ce que c'est que l'homosexualité. S'il n'y avait pas eu Internet, par exemple, je ne serais pas au courant de beaucoup de choses. Donc, les réseaux sociaux nous ont beaucoup aidés. On ne va pas le nier. D'accord. Quoique, ces mêmes réseaux sociaux, parce que c'est un couteau à double tranchant, les homophobes s'en servent pour faire la propagande anti-gay. Comme tu disais, c'est un couteau à double tranchant. À double tranchant, oui. D'accord. Alors, quelles sont les conversations que vous avez eues quand vous séparez? Quand vous séparez et vous remettez ensemble, qu'est-ce que vous dites pour avancer? Déjà, on se sépare. Pourquoi? Parce que y a une histoire d'infidélité entre nous. Qu'elle ne supporte pas, j'étais encore infidèle. Je l'avoue. Les vieux de moi avaient repris le dessus. Je l'étais, mais c'est fini, c'est bon. J'ai fait mon jubilé de l'infidélité, c'est bon. Du coup, elle essaye de se trouver dans d'autres relations. J'essaye tant bien que mal aussi d'avancer, mais ça ne donne pas. Le hasard faisant des choses, c'est à la faveur d'un clash dans un groupe sur Facebook que l'on se retrouve. En fait, il y a une fille avec qui j'ai eu une pseudo-histoire là, qui me traite de tous les noms d'oiseaux et tout. Donc, elle ne se reconnaît pas dans la description qu'on donne de moi. Ce que les gens ne savent pas, par respect pour elle et par respect pour moi, on s'était toujours promis que même si elle et moi, c'est fini, en aucun jour, on ne va s'afficher. Parce qu'on a tellement de respect pour notre histoire, on va essayer de garder cette belle image-là de nous. Donc, du coup, les gens ne savaient pas que elle et moi, c'était fini. Donc, quand la fille elle commence à gesticuler et tout, elle vient, elle lui répond, elle lui dit non, mais j'ai quand même partagé la vie de cette personne. Donc, tout ce que tu racontes là, c'est du n'importe quoi. Donc, ça va dans tous les sens. Sa réaction me surprend. Elle vient en inbox, elle m'insulte bien, elle me fait bien la morale. Donc voilà, ça va t'apprendre à te tenir droit et correct. Mais bon, devant les gens, aux yeux des gens, je vais te soutenir. Mais vraiment, face à face, là, je vais te dire deux mots. Donc, c'est pour ça que je dis non, il n'y a pas de souci. Vraiment, je comprends, je te demande pardon, tout et tout. Et une chose en amenant une autre, je lui dis, voilà, en fait, toutes ces relations que j'enchaîne, c'est parce que, en réalité, je suis en train de te chercher ailleurs, mais je ne te retrouve pas. J'essaye de recalquer notre relation ailleurs, mais je n'y arrive pas parce que c'est simple, les autres ne sont pas toi. Donc, la personne qu'il me faut, en fait, c'est toi. Et elle me dit la même chose. Elle me dit, j'ai essayé des relations et ces personnes se plaignent que je te mette tellement sur un piédestal que c'est difficile qu'on te décroche. Donc, je lui dis, non, mais chérie, si on se cherche ailleurs, pourquoi est-ce qu'on ne se remet pas ensemble? On se fait du mal pour rien. Parce qu'en réalité, on s'aime encore. On a eu des hauts, on a eu des bas. Ça arrive dans tous les couples. La seule personne avec qui je suis moi, c'est toi. Et la seule personne avec qui tu es toi, c'est moi. Donc, remettons-nous ensemble. On a notre projet d'avoir un bébé. On espère que ce projet-là va se réaliser. Donc, je lui dis vraiment, la maman Bon, je ne vais pas dire le nom, parce que si elle dit le nom de notre enfant, les gens sauront qui je suis. Parce que c'est un prénom qu'on a choisi depuis de longues années. Donc, je lui dis, la maman de mon héritier, vraiment, viens reprendre ton compte, tu es ma reine. Donc, je ne sais pas pourquoi
on va tourner. Donc, c'est comme ça qu'on se remet ensemble. Et tel que c'est reparti, là, je pense pas que ça va encore s'arrêter. C'est jusqu'à la fin. C'est beau, hein? C'est vraiment très beau. Et je suis contente. On sait tout ce qu'il a fallu derrière, tout ce qu'il a fallu monter derrière pour en arriver là. Mais quand vous vous remettez ensemble, tu vois, il y a forcément ce passif, ton passif pubertaire. Et votre vision du futur. Donc, quelles sont les conversations que vous avez pour que vous ne vous retrouviez plus dans ces situations? Est-ce que c'est, voilà, tel qu'on est parti maintenant là, voilà ce qu'on veut faire, voilà où est-ce qu'on veut aller. Je ne souhaiterais pas ci, je ne souhaiterais pas ça. Je pense qu'en fait, ce que je recherche, c'est les secrets d'une relation saine aujourd'hui. Maintenant que, comme tu l'as dit, tu as grandi, tu as mûri, tu as appris avec le temps et tout. Donc, quels sont les... Non, maintenant, on regarde ensemble vers le futur. Nos conversations maintenant, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour que demain, quand nos enfants seront là, qu'ils ne manquent de rien, qu'ils soient à l'abri du besoin. Donc, c'est dans ce sens, les investissements qu'on peut faire ensemble pour que demain soit meilleur. On ne parle plus des futilités, des sorties inutiles et tout. Non, c'est vrai que mon passé me rattrape parce qu'elle a toujours tendance à croire que... Mais je la rassure, j'essaie de la rassurer chaque jour pour lui dire non, vraiment chérie, si je suis revenue là, c'est pour du sérieux. On pense de plus en plus à avoir un enfant. C'est un projet vraiment qui nous tient à cœur. J'espère que d'ici l'année prochaine, que ça puisse se faire. C'est notre projet commun le plus cher. Tout cet argent qu'on cherche là, c'est pour cet enfant. Parce qu'on voudrait que demain, qu'il soit fier de nous. Qu'il puisse dire, mes parents ont préparé mon arrivée dans ce monde. Donc, on réfléchit déjà comme des personnes mûres. On pense à demain, à construire une maison, à s'installer ensemble, à ce genre de choses. C'est nos conversations au quotidien. On n'a plus des conversations de chérie, je veux la chaussure, chérie, je veux le iPhone 12. Ça, c'était les anciennes conversations. On pense à autre chose. D'accord. Et parlons d'enfants, comment ça se fera? Est-ce qu'on fera appel à une banque de sperme ou on ira chercher on connaîtra le donneur? On va le faire de façon traditionnelle. Parce que nous souhaitions que notre enfant connaisse qui est son père. C'est important pour nous. Sinon, on peut opter pour l'insémination et tout. Mais là, l'enfant ne saura jamais qui est son père. Un jour, il va nous poser la question. Maman, mon papa, c'est qui? On sera incapable de lui donner cette réponse. On veut que l'enfant ait un père, même si il n'est pas présent dans sa vie chaque jour, mais qu'il soit capable de dire ce week-end, je serai chez papa, ou bien le mois prochain, j'irai chez papa. On veut qu'il soit capable de faire ça. La difficulté maintenant, c'est de trouver quelqu'un qui accepte ses critères. Il y a des candidats avec qui on discute, qui sont prêts pour le projet. Donc, tout est en train de se mettre en place. On espère que ça va se réaliser d'ici l'année. Qui portera le bébé? Elle ou moi, c'est pareil. Ce sera mon enfant autant que le sien. Les noms des enfants sont choisis depuis des années. Le nom de ma femme et le mien figurent dans le nom de l'enfant. Donc, que ce soit elle la mère, que ce soit moi la mère, pas de souci. C'est notre enfant, c'est tout. Tu n'as pas peur d'autres discriminations dans la communauté? Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé à une amie à moi, en fait, qui se définit plus comme étant masculine. Elle a donné naissance à un enfant. Et on l'a traitée de carrément tous les noms. Genre, c'était comme si elle n'était pas une femme et qu'elle ne pouvait pas donner naissance parce que elle se revendique être car elle n'a pas le droit de donner naissance. Donc, je me demande, je sais que ce n'est pas ton cas, mais je me demande si tu anticipes un peu ces avis. Les opinions des gens, je m'en branle complètement. C'est mon désir d'enfant. Au début de l'émission, j'ai dit je me considère en tant qu'elle, en tant qu'une femme. Donc, c'est pas parce que j'ai un caractère masculin assez marqué, c'est pas parce que je m'habille toujours comme les hommes que je ne peux pas concevoir. Ça, c'est absurde. Ça, c'était des stéréotypes. Ça, c'est des idées archaïques.
La probabilité même que ce soit moi est plus élevée parce que ma femme, elle a des problèmes de conception. Donc, on va se refuser ce plaisir d'avoir un enfant par rapport aux idées que les gens... Non. Non. Ils pensent ce qu'ils veulent. Le plus important, c'est qu'on ait notre enfant. C'est tout. Est-ce que tu as peur à un moment donné que cet enfant ait la même orientation sexuelle que toi? Pas du tout. D'accord. Vraiment, que mon enfant soit homo ou hétéro, ça le concerne. Sauf que dans son éducation, parce qu'il va vivre avec 2 mamans, on va prendre soin quand même, dans ses premières années de vie, de faire attention à ce qu'on va faire devant lui. Mais à un moment donné, on se sentira obligé de lui expliquer le pourquoi du comment de la chose. Pourquoi est-ce que lui, il a 2 mamans à la maison et un papa dehors. Et que ses camarades à l'école, ils ont une maman et puis un papa. On va lui expliquer les choses. Mais si par la suite, il vient nous dire, ah maman, je suis gay, je suis lesbienne, mon fils, ma fille, à partir du moment où tu es heureuse, c'est le plus important. Je t'aime comme tu es. Le plus important, c'est que tu sois une belle personne. Que tu fasses du bonheur autour de toi. C'est ça, c'est tout. D'accord. Aujourd'hui, quel est ton rapport à la religion? Est-ce que tu es croyante et pratiquante ou tu es juste croyante aujourd'hui? Bon, je pratique beaucoup moins. Vraiment beaucoup moins. Je pense que j'ai tellement grandi dans ça que quand j'ai eu la possibilité de m'extirper un peu de tout ça, j'ai pris du recul. Mais sinon, je pratique pas beaucoup, mais je crois en Dieu. Quand je peux, je vais à l'église. Mais pour moi, en fait, ton Dieu, c'est ton prochain. Donc, je ne m'attends pas à revoir Jésus qui va descendre du ciel. Je me dis Jésus, c'est la personne qui est en face de moi, qui a besoin de mon soutien, et puis je l'aide. C'est tout. Mon Dieu, ton Dieu, c'est les personnes qui sont autour de toi. Aime ces gens comme toi. C'est tout. C'est très profond. Si tu devais sortir un jour du placard, si tu devais le dire un jour à ta mère ou à tes parents, quelles conditions devraient être réunies pour que ça se fasse? Je devrais d'abord être bien sous. pour avoir le courage. Ouais, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je devrais être sous et puis la porte du salon est grandement ouverte. Donc, si ça chauffe, je prends mes jambes et puis je détale. On ne va pas te le souhaiter. Non, vraiment, à cette question, je n'y ai pas encore pensé. Je vois mon coming out d'une autre façon. On me pose la question. Est-ce que tu es comme ça? Oui, je suis comme ça. C'est comme ça que j'envisage mon coming out. C'est-à-dire que même si c'est papa qui vient te voir, papa catéchiste, qui vient et qui te pose la question, tu lui répondras. Oui. La première personne qui me pose la question, je réponds par l'affirmative. Je suis comme ça. Ok, écoute, est-ce qu'on va te souhaiter donc que ça arrive et que les réactions ne soient pas aussi négatives que tu l'appréhendes? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une très grande appréhension de ta part. Donc, on va souhaiter que ça arrive, mais que cette réaction ne soit pas autant négative. Et pour la communauté LGBT... Ah, excuse-moi, tu as dit? Non, je disais merci. Et pour la communauté LGBT, que ce soit au Cameroun ou dans ton pays de résidence, qu'est-ce que tu lui souhaites? Je leur souhaite que le meilleur, surtout au Cameroun. Je souhaite que les persécutions arbitraires s'arrêtent. Parce que moi, j'ai vécu une persécution. Que ce genre de choses ne soit plus permis par la loi, par exemple. Même si ce n'est pas légalisé, si ça peut être dépénalisé, ce serait déjà pas. Ça, c'est mon souhait pour ma communauté. D'accord. Écoute, ça fait quoi? Ça fait presque 2h30 qu'on est en train de discuter. Et merci beaucoup. Le temps passe vite. Le temps passe vite. Parce que c'est une belle conversation. Et je prends beaucoup de plaisir. Ça me permet de me libérer. Et puis, c'est toujours agréable de discuter avec des personnes qui ont un langage facile comme toi. Peut-être c'est aussi facile parce que on craint derrière nous une longue amitié. Peut-être c'est ça qui fait que le courant passe aussi rapidement. Mais sinon, on ne voit pas le temps passer. C'est un plaisir de répondre à tes questions.
Merci. En fait, j'ai envie de dire que c'est parce que nous sommes de belles personnes qu'on arrive à avoir ce genre de discussion. Parce qu'avec Jérôme, que j'ai rencontré, je sais pas, il y a peut-être une semaine, et qui a accepté de venir sur le podcast, on a discuté comme si on se connaissait il y a longtemps. Donc, je pense que c'est parce que nous sommes de belles personnes. C'est pour ça qu'on arrive à avoir ces conversations. Alors, la prochaine partie, c'est la dernière avant ton mot de fin. Je vais un peu essayer d'étendre ma culture LGBT en te posant une série de questions et tu me dis la première, mais vraiment la toute première chose qui te vient à l'esprit. Ça peut être une phrase, ça peut être un mot, mais vraiment la première chose. Et si tu fais blanc, il n'y a pas de problème. D'accord. Un héros ou une héroïne queer. Jeanne d'Arc. Pourquoi? Par son physique. Mais je ne sais pas si elle était homo, mais je suppose quand même qu'elle avait une attirance pour les femmes. Et elle le cachait bien. D'accord. Un auteur ou une auteure. Homo ou pas, c'est comme tu veux. Si ce n'est pas forcément homo, je vais dire Victor Hugo. Un plat ou un mets. Mon plat favori, la sauce d'arachide, avec beaucoup d'obstacles et du riz blanc. Il faut manger ça tous les jours. Et ma femme le fait bien, donc... No comment. Un animal. Je ne suis pas trop animaux, en fait. Autant qu'à choisir, je dirais un chien. Une phobie. You ne sais pas où, maman, je ne sais pas. Je déteste. Non. Si je pas, non. J'aurais la vessie. Tu es la deuxième personne d'affilée à me parler de serpents comme phobie. Et je suis contente parce que c'est la même phobie que j'ai. Donc, on se comprend. On se comprend. Un hobby. Le voyage et puis la lecture. Une série queer. Il y a une série américaine que j'ai découverte il y a quelques années qu'on appelle Discreet Hits. Oh. Je ne sais pas si tu connais. Non. C'est pour ça que je disais, je vais étendre ma culture LGBT. Donc, ça se déroule dans les rues des États-Unis. Un mélange de gangsters, trafic de drogue, prostitution et tout. C'est une très belle série. Vraiment, tout y est. La violence comme il faut, le sexe comme il faut, tout comme il faut, quoi. Tu m'enverras le lien parce que j'ai du mal à trouver ça sur Google. Je t'envoie le lien tout à l'heure. Un film queer. Le meilleur de tous les temps. Elena Undone. Ça résume l'existence d'une lesbienne. Donc, si tu n'as pas vu ça, c'est facile à trouver. C'est un film qu'il faut regarder encore et encore. Et j'y reviens toujours. Et je crois que jusqu'à présent, je dois avoir 2 ou 3 angles différents que j'ai pu tirer en regardant. Parce que, voilà, comme tu dis, c'est l'un des meilleurs films lesbiens que moi j'ai trouvé. Après, chacun son appréciation. Mais le fait que ce soit tiré d'une histoire réelle. Vrai, oui. Voilà. Comme tu disais, c'est le résumé vraiment de toutes les expériences lesbiennes qu'on peut traverser. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée? Est-ce que si j'avais eu la possibilité de me venger par rapport à ce monsieur qui a voulu me faire du mal, est-ce que je l'aurais fait? Est-ce que tu l'aurais fait? Souhaité que Oui, je me serais vengée. Comment? Si j'avais eu la possibilité de lui faire du mal, d'envoyer les gens le frapper et tout, je l'aurais fait parce que il a failli gâcher la vie de ma femme, il a failli gâcher la mienne. Jusqu'à présent, je ressens beaucoup de haine et beaucoup de colère envers lui. Donc, voilà. Je crois au pardon. Certains le font par ignorance et d'autres le font parce que voilà, ce sont des âmes torturées qui ne trouvent soulagement qu'en faisant du mal à autrui. Donc tout ce que je peux souhaiter, c'est que tu trouves le moyen de lui pardonner, de pardonner son ignorance et ne pas le laisser te replonger dans ces souvenirs-là. C'est ce que je souhaiterais. Waouh!
Je crois qu'on on est arrivé à la fin et c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Merci d'avoir pris le temps de t'asseoir, de discuter à cœur ouvert. Comme tu as dit, pas de secret. Il y a pas mal de petits détails que je n'avais pas et que j'ai pu combler durant cette discussion. Mais voilà, merci d'avoir pris le temps de t'asseoir, de rentrer dans ces détails, de rentrer dans ces souvenirs-là. Certains n'étaient pas forcément heureux, mais merci énormément d'avoir pris le temps. Et je crois que je vais te laisser conclure avant qu'on ne se reprenne en off. Donc, à toi le micro. Le merci, il est à toi parce que tu m'as donné cette vitrine. Tu m'as permis de pouvoir m'exprimer aujourd'hui. Donc, si mon témoignage pourra aider, et je l'espère, une personne d'une manière ou d'une autre, j'aurai impacté de façon positive dans le combat. Merci pour ce que tu fais parce que donner la possibilité aux gens de s'exprimer ainsi, c'est quelque part aussi leur permettre de se décharger de ce poids-là parce que beaucoup vivent comme moi dans le placard encore. La discussion a été belle, j'ai apprécié. C'est une expérience que je vais renouveler une fois que l'occasion se représentera. Peut-être quand tu seras sorti du placard? Peut-être. Quand on m'aura posé la question, pourquoi pas. Et là, forcément, on sera plus libre de parler, non plus de façon anonyme, mais on va s'assumer véritablement. Merci pour l'entretien, j'ai aimé. Tu es une belle personne et j'espère et je souhaite que tu restes tel quel. Beaucoup de courage dans ton boulot, beaucoup de courage dans ce que tu fais. Et je souhaite par-dessus tout que tu assistes à mon mariage parce que bien évidemment, tu es une personne qui est tellement appréciée par ma femme et j'espère que tu pourras être parmi les parents de notre mariage, le vrai mariage. Hein. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Un vrai mariage où tout sera réuni pour qu'on puisse vivre devant la face du monde. C'est notre souhait de toutes les façons. Merci pour la soirée. J'ai passé un très bon moment. Voilà, merci tout simplement. C'était tout pour cet épisode de Queer Afro, le podcast. Merci de nous avoir écoutés. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement de podcasts et n'hésitez pas à nous envoyer votre feedback ou vos questions via notre compte Twitter @queerafro ou à l'adresse email podcast@queerafro.com. D'ici là, sortez couverts et à bientôt. À la prochaine.